Made in Africa. Focus sur l'apport de la diaspora africaine dans le développement du continent. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis auditeurs de la web radio www.rdbois.com, bonjour et bienvenue une fois de plus dans votre émission Made in Africa. Aujourd'hui dans Made in Africa, nous recevons une fois de plus M. Kwang, CEO de l'entreprise Hightech Environnement et également président fondateur de l'association FACEM. Entendez par là, Fondation des commerçants africains et des commerçants et entrepreneurs africains du Maroc. Aujourd'hui, nous revenons encore une fois de plus avec M. Kwang à la demande de vous, chers auditeurs, pour en savoir plus sur cette problématique d'électrification en Afrique. Et surtout qu'il a déjà passé avec nous 2 émissions où il a essayé d'expliquer au monde comment est-ce qu'on pouvait, avec 3 000 € avoir une production exacte de 1 kW d'électricité produite, si vous voulez. Nous revenons encore vers lui pour savoir comment est-ce qu'on peut financer tout cela, comment on peut arriver à financer tout cela. Est-ce que l'État nous permet de nous-mêmes en tant que population de pouvoir gérer notre énergie, de connaître aussi un petit peu parce que vous savez, avant de se lancer dans certaines affaires, il faut maîtriser certaines terminologies. Qu'est-ce que c'est que le mégawatt? Qu'est-ce que c'est que le mégawatt-heure? Ça, c'est autant de termes que nous allons essayer de comprendre pour bien n'est-ce pas, s'outiller par rapport à cette problématique d'électricité. Vous savez bien que l'Afrique souffre aujourd'hui d'une carence énorme d'électricité. On parle de délestage tout le temps et il serait temps, n'est-ce pas, qu'on mette fin à tout cela. Heureusement, nous avons avec nous Monsieur Kwang qui a décidé de se jeter à l'eau pour donner comme ça des trucs et astuces pour pouvoir électrifier tout le continent. Une fois de plus, bonjour Monsieur Kwang. Bonjour. Alors, Monsieur Kwang, nous revenons vers vous parce que les 2 précédentes émissions ont vraiment suscité beaucoup d'intérêt auprès de nos auditeurs sur rdbois.com et nous sommes revenus parce que nous avons besoin aujourd'hui, n'est-ce pas, des derniers ajustements techniques de notre part, nous comment je vais dire ça, les novices dans l'affaire. Nous voulons savoir comment est-ce que on peut aujourd'hui se lancer dans le domaine de l'électrification, bien de l'électricité. Et d'abord, je vais commencer avec vous par une toute petite question, à savoir qu'est-ce que c'est que l'énergie, le kilowatt-heure, pour pouvoir continuer, n'est-ce pas, par la suite. Est-ce que vous pouvez nous éclairer déjà par rapport à ces petits détails techniques? Voilà. Merci donc de ces précisions. Alors, l'énergie. L'énergie, c'est une très belle question. Les femmes, souvent, lorsque elles font des efforts pour perdre du poids, elles connaissent mieux la notion de calories. Calories, voilà. Voilà, la calorie, donc, si vous voulez, c'est le contenu énergétique des aliments, les aliments que nous consommons. Ce sont ces aliments-là dont le métabolisme dans notre organisme produit ce qu'il faut, les substances nécessaires pour nous permettre de vivre et de réaliser toutes les opérations que nous réalisons. Donc c'est ça l'énergie pour un humain. L'énergie que consomme un humain, ce sont les aliments qu'il consomme qui lui procurent cette force-là, cette puissance pour pouvoir gérer son quotidien. Alors, mais plus subtilement, l'énergie, lorsqu'on pose la question comment dire, à quelqu'un qui est jardinier, il peut peut-être considérer que l'énergie, c'est l'effort physique qu'il produit lorsqu'il doit débroussailler, lorsqu'il doit défricher. Et pour quelqu'un qui est une femme, quelqu'un qui travaille, quand vous lui demandez l'énergie, c'est quoi? Ben, c'est sa facture d'électricité, c'est sa facture de fuel, sa facture donc de carburant. Voilà, il y en a qui pensent que c'est ça l'énergie. Et donc ils perçoivent l'énergie souvent comme étant une grandeur financière. Voilà, c'est ce qu'ils doivent dépenser pour remplir la cuve de fuel pour le chauffage en hiver. C'est la dépense qu'ils doivent effectuer pour régler ses factures d'électricité, etc. Pour eux, c'est cela l'énergie.
Voilà. Alors, mais vu sous cet angle-là, on perd complètement, on est à côté de la plaque, parce que l'énergie, c'est bien plus sérieux que cela. Alors, en fait, autrefois, nous étions, quand il n'y avait pas encore, on n'avait pas découvert le pétrole, on n'avait pas découvert le gaz, les énergies fossiles n'étaient pas encore exploitées, les humains, les êtres vivants vivaient en utilisant donc la biomasse, et les aliments qu'ils consommaient leur permettaient donc d'effectuer, d'utiliser leurs muscles pour effectuer des tâches. Quelquefois, on utilisait la traction animale pour assister les humains dans leurs tâches quotidiennes. Et donc, certaines choses pouvaient se réaliser, mais pas d'autres. Alors, le niveau de développement qu'il y avait autrefois n'est pas celui que nous avons aujourd'hui. Notamment, il n'y avait pas l'aluminium, il n'y avait pas du plastique, il n'y avait pas tous ces objets que nous avons aujourd'hui n'existaient pas, en fait. Et donc, l'énergie, si le plastique existe aujourd'hui, c'est parce qu'on a pu transformer, n'est-ce pas, les matières premières avec de l'énergie pour pouvoir fabriquer le plastique. En fait, c'est grâce à l'énergie qu'on peut transformer les matières premières en produits finis, consommables par les utilisateurs. Alors, donc, si vous voulez, l'énergie, dans le modèle économique actuel, ça devrait être la composante, la centrale, dont on devrait tenir compte, parce que quand on regarde les théories économiques actuelles, on pense que les seuls facteurs de production sont le capital et le travail. Bon, donc il suffit, dans le modèle économique actuel, il suffit d'avoir le capital et d'avoir des gens qui travaillent pour pouvoir créer de la richesse. Mais ce n'est pas, je vais terminer, c'est important, ce n'est pas vrai, dans la mesure où, lorsque on a le capital et qu'on a la force humaine, on a le travail, même si on a les matières premières, tout court, il est possible qu'on ne soit pas en mesure de réaliser certaines opérations. Alors, si on tenait compte de l'énergie comme facteur de production, non seulement parce que le modèle actuel considère que l'énergie est illimitée, les matières premières sont illimitées. Donc, elles sont inépuisables. Et surtout, que les matières premières sont gratuites. En fait, lorsqu'on fixe le prix du cacao à 500 francs CFA le kilo, ces gens qui fixent ce prix-là n'achètent pas le cacao. Et ce n'est pas la valeur du cacao qu'on achète. On rémunère l'effort de l'humain que l'humain a effectué pour aller extraire le cacao, parce qu'il considère que le cacao est le produit de la nature. C'est le travail de la nature. La photosynthèse, la fonction chlorophyllienne, ce n'est pas les humains qui fabriquent le cacao. Ce n'est pas l'humain qui fabrique le pétrole. Ce n'est pas l'humain qui fabrique les matières premières. Ce que l'humain fait, c'est d'aller les extraire et les mettre à la disposition de l'entreprise pour la transformation. C'est ce qui explique que les matières premières, ceux qui les ont, quand ils les vendent, ils ne vendent pas le produit qu'ils ont, mais enfin, ce qu'on leur paye comme rémunération, ce n'est pas tellement la valeur de ce qu'ils donnent, mais c'est l'effort qu'ils ont procuré pour extraire cela. Je vous écoute. Alors, je voulais tout à l'heure demander, est-ce que finalement, parce que votre explication de l'énergie est assez vague, est-ce que finalement l'énergie c'est quelque chose de palpable? Si oui, qu'est-ce que c'est exactement? Ben voilà, alors, exactement, pour le commun des mortels, l'énergie se mesure en kilowattheures. Et lorsqu'on parle de kilowattheures, en fait, l'énergie a plusieurs unités, mais on peut convertir toutes ces unités, on peut les ramener en kilowattheures, qui est l'unité que nous pouvons appréhender plus facilement. Alors, pour ceux qui auraient du mal à le savoir, 1 kilowattheure, par exemple, pour celui qui regarde la télévision, peut suivre la télévision pendant 3 heures à 5 heures de temps,
voilà, c'est suffisant pour qu'ils puissent regarder la télévision avec 1 kWh. Souvent, le kilowattheure, on nous le facture à 100 francs CFA ou, je sais pas, enfin, quelque chose comme ça. Donc, sachez que pour regarder la télévision pendant 5 heures de temps, ou 3 à 5 heures de temps, en fonction de la taille de l'écran qu'on a, on dépense 100 francs CFA pour ceux qui sont dans la zone CFA, mais c'est environ un dixième d'euro, enfin je sais pas en euros combien ça coûte, mais en tout cas au Maroc c'est de l'ordre d'un dirham. Un dirham c'est environ 60 francs CFA. Donc déjà pour dire qu'au Maroc l'énergie coûte beaucoup moins cher, 60 francs CFA contre 100 francs CFA. Alors ça c'est pour la télévision, mais bon pour celui qui est dans la cuisine, le kilowattheure, avec 1 kilowattheure on peut faire fonctionner un réfrigérateur de 200 litres pendant 2 jours quand même. Donc, ce n'est pas rien, 1 kWh. Si pour 100 francs, je peux faire tourner mon réfrigérateur pendant 2 jours, je comprends mieux ce que c'est que le kilowattheure. Ce n'est pas juste un chiffre abstrait. Et dans la salle de bain, par contre, avec 1 kWh, si je dois utiliser la résistance électrique pour chauffer mon eau, eh bien, j'ai besoin pour ma douche, j'ai besoin non pas d'1 kWh, mais de 2 kWh quand même, pour une douche rapide. Mais pour celui qui doit prendre un bain, il lui faut 4 kWh. Voilà, donc sachez que quand vous prenez votre bain, vous payez 400 francs pour celui, quand sachant que le kilowattheure, c'est comment dire ça, c'est 100 francs. 100 francs, voilà. 60 dirhams. Voilà, voilà, 60, 100 francs, en tout cas pour ceux qui sont dans la zone franc CFA. Eh bien, un bain, c'est 4 kWh, et donc quand vous utilisez la résistance électrique et le chauffage électrique, eh bien sachez que ce bain-là va vous a coûté 400 francs, et quand vous le savez, vous faites attention. Voilà. Alors c'est pareil pour ceux qui ont des machines à laver. Lorsque je fais tourner un cycle de machine à laver, je consomme environ 3 kWh. Voilà. Ça, on doit donner des notions comme ça pour que les gens appréhendent mieux le concept. Alors, quand on vient sur l'éclairage, souvent on a des lampes de 100 watts. Alors, autrefois, on avait des lampes à incandescence, qui sont donc des lampes qui ne sont pas efficientes, hein, qu'il faudrait tout de suite remplacer. Mais juste pour que vous compreniez, une lampe de 100 watts, et lorsqu'elle tourne pendant 10 heures, eh bien, elle consomme 1 kWh. Alors, le kilowattheure, c'est la puissance multipliée par le temps. Si le temps, c'est 1 heure, et que la puissance de la lampe, c'est 1000 watts, par exemple, eh bien, lorsqu'on branche une lampe halogène de 1000 watts pendant 1 heure, on a consommé 100 kWh. On a consommé plutôt 1 kWh. Alors, par contre, pourquoi on vous recommande des lampes faible consommation, des lampes LED, des lampes des diodes électroluminescentes? Eh bien, c'est parce que leur puissance est très faible, 5 watts, 10 watts, 20 watts, c'est des lampes basse consommation. Ça permet que, avec des lampes de puissance très faible, je puisse augmenter la durée d'éclairage pour 1 kWh consommé. C'est ainsi, par exemple, que pour les lampes basse consommation, je peux faire fonctionner pendant 7 heures, 7 lampes de basse consommation peuvent éclairer pendant 7 heures et consommer seulement 1 kWh. Alors, donc, si vous voulez, c'est autant d'exemples qui permettent aux communs des mortels d'appréhender ce que c'est que l'énergie. Alors, on va aller rapidement. Je voulais juste que nous fassions une petite différence qu'il y a entre le kilowatt et le kilowattheure. Là, franchement, il faudrait être très bref parce que j'ai toute une série de questions des auditeurs et il faudrait vraiment que j'arrive à le terminer dans le timing. Voilà. Voilà. Alors, je reprends. Je l'ai souvent fait cette précision. Le kilowatt, si vous voulez, c'est s'il s'agit d'une lampe, c'est, si vous voulez, c'est la puissance de la lampe. C'est-à-dire, la lampe, elle est faite pour éclairer. Donc, elle produit de la lumière. Elle est d'autant plus puissante que la lumière qu'elle émet est intense. Voilà. Cela n'est pas évident. Mais en tout cas, lorsqu'elle est efficiente sur le plan énergétique, elle devrait produire plus de lumens, hein, plus de photons. Hein. Elle est là pour éclairer. Hein, donc, plus de lumière. Je ne parle pas encore de la qualité de la lumière, en termes de couleur, etc., ni de la température, mais on s'attend à ce qu'elle éclaire, d'autant plus que sa puissance est élevée. Donc, si vous voulez, la puissance, c'est une caractéristique
d'une lampe qui est liée à sa capacité à réaliser la tâche pour laquelle elle est fabriquée. La lampe, elle est faite pour s'éclairer. Mais c'est pareil pour les autres appareils. Quand j'ai une voiture puissante, eh bien, c'est une voiture qui est capable, en quelques secondes, d'atteindre une vitesse très élevée. Voyez-vous, donc si je mets une accélération assez importante sur une 200 chevaux, hein, 200 chevaux donc de puissance, les 3 litres de cylindrée, eh bien, il est possible qu'en quelques secondes, j'atteigne 100 km à l'heure. Alors, donc ça, c'est la puissance. Comme son nom l'indique, c'est la capacité de faire une tâche donnée rapidement. Voilà. Maintenant, elle est exprimée en kilowatts. Maintenant, l'énergie, lorsque je reviens sur la lampe, qui a par exemple 100 watts de puissance, eh bien, en 1 heure, le fonctionnement de cette lampe fait en sorte que elle consomme 100 watts plutôt fois 1 heure, c'est ça qui fait 100 watts-heure. Voilà. Pour une lampe de 100 watts qui tourne pendant 1 heure, ça produit 100 watts-heure. Et donc, il faudrait 10 heures de fonctionnement de cette lampe qui a 100 watts pour consommer 1 kWh. Voilà. Voyez-vous? Donc, le kilowattheure, c'est l'énergie consommée par l'appareil consommateur pendant la durée pour laquelle elle est utilisée. Donc, voilà. Donc, si vous voulez, c'est le produit. Après, le kilowatt, c'est la puissance définie de l'appareil. Oui, enfin, c'est l'unité d'expression de la puissance. Ce n'est pas seulement... Le kilowatt, ce n'est qu'un multiple du watt. Du watt, bien sûr. Voilà, le watt, c'est l'unité principale de mesure. Ça veut dire, si on dit cet appareil a une puissance de 100 watts, voilà, on ne pourrait pas l'avoir avoir 150 watts du jour au lendemain. Elle a 100 watts, oui, c'est 100 watts. C'est ça, ça caractéristique. Il lui faut une énergie d'un minimum 100 watts pour qu'elle fonctionne bien. En fait, non. Pour qu'elle fonctionne bien, ce dont elle a besoin, c'est d'être alimentée par la tension du secteur, la tension du fabricant. Lorsque le fabricant te vend une lampe de 100 watts, il te dit qu'il faut l'alimenter à 220 volts, ou enfin, peu importe. En tout cas, il te donne la tension d'alimentation. On suppose que la tension d'alimentation est la bonne, la puissance de la lampe sera absorbée de toute façon, mais l'énergie va dépendre de la durée de fonctionnement de la lampe. Si cette lampe n'a fonctionné que quelques secondes, eh bien, l'énergie absorbée, l'énergie consommée par la lampe, c'est 100 watts multiplié par quelques secondes. Voilà. Disons qu'une demi-heure, ben, ça sera 50 watts-heure. Voilà, pour une demi-heure. Vous voyez un peu la différence. Ok, merci pour ces éclaircies. Je pense que nos auditeurs sauront, n'est-ce pas, tirer profit de vos explications. Je vais passer à la question 2, qui est de savoir s'il y a un rapport entre la consommation énergétique et la fameuse théorie du changement climatique dont parlent les médias depuis n'est-ce pas, Kyoto. Donc à Kyoto, il y avait cette fois-là oui, la conférence, une conférence sur l'environnement. Oui, sur on a parlé le climat. Voilà, oui. Voilà. Alors, ben écoutez, bien sûr, le changement climatique et tout ce qui s'ensuit résulte donc du fait que plusieurs expériences effectuées par le groupe d'experts intergouvernemental qui ont réfléchi, qui ont pensé, enfin qui ont travaillé sur la problématique climatique, il a été établi que le climat évolue en fonction du nombre de la quantité de gaz, enfin de gaz à effet de serre présente dans l'atmosphère. Alors, l'effet de serre, nous comprenons ce que c'est. C'est, si vous voulez, c'est l'ambiance qui règne dans une serre. Bon, pour ceux qui n'ont pas été dans une serre, c'est un peu l'ambiance qui règne dans un hammam. Alors, le hammam, c'est le bain mort. Moi, je suis au Maroc, voyez-vous, donc hammam, ça me parle mieux. Mais quand vous rentrez dans votre salle de bain, qui est bien chauffée,
vous fermez, il y a une ambiance hygrothermique assez intense, il y a beaucoup d'humidité, et ce sentiment-là qu'on a dans un bain, dans une salle de bain où il y a de l'eau qui bout et de la vapeur d'eau saturée dans notre voisinage, c'est cet effet-là qu'on appelle l'effet de serre. Alors, il se trouve que dans l'atmosphère, là où nous sommes, les humains, la température de l'atmosphère au niveau du sol dépend donc de cet effet de serre. Dans une serre, la température monte. Alors il se trouve que la température atmosphérique, enfin la température de la Terre, hein, là où les hommes habitent, est en train de croître de quelques degrés, et les experts pensent que cela est dû à la présence des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Alors ces gaz à effet de serre, ils les ont identifiés. Le principal, c'est le CO2, le gaz carbonique. Voilà, le gaz carbonique et tous les autres gaz à effet de serre ont un équivalent en CO2. Donc, on a converti, si vous voulez, la capacité de réchauffement global de ces gaz-là en une unité qu'on appelle l'équivalence CO2. Et il se trouve que ces gaz carboniques, plutôt ces gaz à effet de serre, pour l'essentiel, proviennent de l'utilisation des ressources naturelles, des ressources énergétiques, notamment des ressources, des énergies fossiles. Ce qu'on appelle les énergies fossiles, les principales étant donc le charbon, le gaz, le pétrole. Ce sont ces énergies-là qui sont responsables, d'après donc ce comité d'experts, de la production des gaz à effet de serre. Donc, oui. Donc, en gros, on peut leur dire qu'effectivement, il y a un véritable rapport entre la consommation énergétique et le réchauffement climatique. Oui, vu sous cet angle-là, effectivement, puisque la combustion, l'utilisation des énergies fossiles requiert une transformation chimique à l'issue de laquelle il se forme des gaz à effet de serre et de l'énergie, de la chaleur qui se dégage. Mais dans les équations, c'est général des hydrocarbures. Dans un hydrocarbure, lorsque je le brûle, lorsque je l'oxyde, eh bien, il se forme le gaz carbonique qui se dégage, la vapeur d'eau qui se dégage et de l'énergie, beaucoup d'énergie qui se dégage. Cette énergie est récupérée pour les besoins de chauffage, de mécanique, etc. C'est ce qui est utile, mais dans les gaz de combustion, il se produit les gaz à effet de serre, le principal étant le gaz carbonique et les autres de gaz à effet de serre. Donc, si on consomme moins d'énergie fossile, de combustibles, donc je dis le gaz, le charbon, le pétrole, les principaux combustibles fossiles, eh bien il y aura moins de CO2, moins de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et donc la température ne va pas augmenter, sous la responsabilité de l'homme. Alors je rappelle que le gaz à effet de serre en soi, le CO2, lui-même n'est pas un polluant, parce que le gaz carbonique, nous savons que la fonction chlorophyllienne produit la photosynthèse produit le gaz carbonique. Le gaz carbonique se forme dans les forêts, c'est un mal nécessaire. Alors, mais ce gaz carbonique qui est produit dans la nature, dans le cadre des opérations qui se font dans la vie, c'est pas lui qui serait responsable du changement climatique. Les experts ont établi que c'est le comportement des humains, voilà, dans leur utilisation des énergies fossiles qui a déréglé en quelque sorte et ça peut se démontrer, voyez-vous, parce que lorsque on observe le tableau, je ne sais pas si on peut le montrer, donc lorsqu'on observe cette courbe qui est donc la courbe de l'évolution de la population en milliards d'habitants, alors il se trouve, alors le repère c'est celui-là, là c'est en l'an 1000, hein, l'an 1000 c'est ici, mais bien avant, il y a plusieurs millénaires, 10 000 ans avant Jésus-Christ, eh bien, vous voyez bien que la population des humains
n'était pas, elle était autour de quelques centaines de millions, de quelques dizaines de millions, il n'y avait pas beaucoup de monde. Hein. Alors, donc, ça c'est dans l'an 2000, avant Jésus-Christ, mais là, comment dire, à cette date, il a commencé à avoir des humains, et la quantité de... Enfin, il a commencé à avoir des humains depuis toujours, mais disons, la population a augmenté suffisamment, mais malgré tout cela, l'énergie consommée n'est dépassée pas le milliard. Il n'y avait pas de milliard d'êtres humains sur la Terre. Hein. Alors, donc, à partir de l'an 1000, entre l'an 1000 et l'an 1500, on voit bien qu'on était toujours, on n'avait pas beaucoup, on était à moins d'un demi-milliard des habitants sur la Terre. Alors, et c'est dès qu'on a découvert le pétrole, n'est-ce pas, en 1800, à part par là, la machine à vapeur, eh bien, que vous voyez, la population mondiale a augmenté. Là, déjà en l'an 2000, nous étions à 7 milliards. Voilà. Donc, vous avez compris que le pétrole a permis donc de multiplier la population mondiale. Donc les besoins, bien sûr, les gens mangent mieux, les gens se soignent mieux, les gens utilisent l'énergie pour fabriquer les médicaments. Enfin, donc on sait ce qu'on peut faire avec l'énergie, et c'est ça qui est responsable donc de l'augmentation de la population, et par conséquent, puisque cette énergie pour l'essentiel est faite, comment dire, cette énergie fossile à ce moment-là, hein, c'est le charbon, le pétrole, le gaz, eh bien, les gaz à effet de serre qui sont inhérentes à la réaction de transformation de ces hydrocarbures, eh bien, ces gaz-là polluent l'environnement et sont responsables du changement climatique. Voilà. Donc, c'est bien la consommation énergétique qui est responsable, l'énergie fossile, hein, essentiellement, qui est la cause du changement climatique, du dérèglement climatique. Voilà, plutôt. Voilà, merci Monsieur Kwang pour ces réponses-là. Nous allons vous interpeller par la question d'un autre auditeur qui, n'est-ce pas, nous pose la question de savoir si l'Afrique est responsable, n'est-ce pas, de ces changements climatiques. Ça, c'est la première partie de sa question. Et en deuxième partie, il voudrait savoir pourquoi est-ce que notre continent, qui est le continent qui a le plus de ressources, reste le continent le plus en retard économiquement. Voilà, c'est ça les deux préoccupations de cet auditeur. Et surtout, quand il parle d'attarder, alors je vais lire concrètement sa question. L'Afrique est-elle responsable de ce changement climatique? Pourquoi l'Afrique est-il le continent le plus en retard économiquement malgré ses nombreuses ressources naturelles, y compris énergétiques? Donc voilà la question de cet auditeur. Ben écoutez, je vous remercie pour cette question. Alors, pour comprendre les responsabilités des différentes populations, les différentes zones géographiques du monde, déjà le problème climatique est un problème mondial. Voilà. C'est les activités humaines qui sont responsables du changement climatique. Alors, les humains sont partout, certains sont plus responsables que d'autres, mais bon, moi, pour répondre à la question, précisément, je vais me servir donc de cette courbe qui donne l'évolution des gaz à effet de serre depuis 1751 jusqu'en 2015, par exemple. C'est une courbe donc qui existe dans la littérature. Alors, on voit bien ici qu'avant 1880, 1850, il n'y avait pas de gaz à effet de serre produit, il n'y avait pas de CO2 produit, parce que, enfin, ce CO2, c'est le CO2 anthropique, c'est-à-dire le CO2 dû à l'action de l'homme. Parce que le gaz carbonique qui est dû à la nature n'est pas comptabilisé dans ce graphique. Alors, les humains existent depuis toujours. Et c'est seulement à partir de 1950 que leur action dans le climat a commencé à être nocive. Voilà, et on voit bien qu'au fur et à mesure que le temps passait, donc voilà, depuis 1850, eh bien, on voit bien l'évolution des consommations. On est passé, ici c'est donc 1 milliard de tonnes de CO2. Là, nous en sommes en 2010, nous en sommes à
pratiquement 36 milliards de tonnes de CO2. 36 milliards, 38 milliards de tonnes de CO2 produites donc par les humains. Alors, les responsabilités, on peut les voir ici. Hein. Alors, on voit bien que les 28 de l'Union européenne sont ici, sont représentés par cette couleur en dessous là. Et donc, on voit la proportion de leur responsabilité. Alors, ce qui est en noir au-dessus, c'est les États-Unis d'Amérique. Voilà, qui est donc, on sait comment les États-Unis consomment les énergies fossiles, et donc cela se traduit par les émissions de gaz à effet de serre dans la nature. Voilà. Alors ensuite, bien après, hein, parce que avant la Chine, ça c'est la Chine là, mais on voit à partir de quand la Chine a commencé à être nocive sur le plan environnemental, c'est lorsque, depuis son décollage. Donc, et son décollage ne date pas de très longtemps, hein. C'est après 1960, notamment à partir de 65, à partir de 65, 70, que voilà, les Chinois ont commencé à consommer beaucoup d'énergie, et en ce moment, on voit bien la part de la Chine dans la production des gaz à effet de serre. Elle a dépassé celle des États-Unis, elle a dépassé celle de l'Union européenne, parce que effectivement, c'est la Chine qui est l'usine du monde. En ce moment, c'est là-bas où on consomme quoi? Les énergies fossiles. Donc, ça montre qu'effectivement, c'est les énergies fossiles qui permettent de produire, qui permettent de créer de la richesse, qui permettent de faire de la croissance économique. C'est cela. Le développement d'un pays ne peut avoir lieu que lorsqu'on utilise les énergies fossiles. C'est ce que indique comment dire, ce graphique. Alors, et quand on va plus haut, on voit que l'Afrique, puisque la question porte sur l'Afrique, eh bien, l'Afrique est située en cette position. On voit bien que depuis toujours, hein, l'Afrique, voilà, l'Afrique, sur ce graphique, a une émission, une pollution peu significative par rapport à celle des autres. Mais bon, n'empêche que ces énergies fossiles qui sont consommées, parce que là, c'est des énergies consommées, hein. La Chine consomme toute cette énergie, l'Union européenne, les États-Unis également, mais souvent ces énergies consommées ne proviennent pas de ces pays-là. Souvent, c'est des énergies, pour la plupart, qui sont extraites d'ailleurs. Et donc, l'Afrique peut être responsable dans la mesure où cette énergie qui pollue en Chine ou aux États-Unis ou dans l'Union européenne peut provenir de l'Afrique. Voilà, bon, mais ce n'est pas du fait de sa responsabilité. Enfin, ça, c'était pour répondre à la question. D'accord. Alors, vous avez posé une deuxième question? Non, là, vous avez fait le tour, puisque la première question était de savoir si l'Afrique était responsable de cette pollution. Et la deuxième partie de toujours la même question était de savoir pourquoi l'Afrique reste un continent en retard économiquement, malgré ses nombreuses richesses naturelles. Oui, bon, ben, ça, je vais y répondre beaucoup plus... voilà, parce que cela mérite une attention importante. Alors, on va observer ce graphique qui indique, parce que la richesse, elle est mesurée par le PIB, hein, le produit intérieur brut d'un pays. Alors, ici, j'ai l'évolution du PIB mondial en fonction de la consommation énergétique mondiale. Donc, il y a une corrélation parfaite entre l'évolution du PIB mondial, n'est-ce pas, PIB du monde, et l'énergie consommée. Voilà, donc on voit bien que si l'énergie augmente, quand on va sur cette courbe, alors ce qui est en vert, c'est donc l'énergie consommée, et ce qui est en bleu, c'est le PIB, année par année. Hein. Alors, donc ça c'est depuis 66 jusqu'en 2014, mais enfin, ça suit la même tendance. Alors, on voit bien que lorsque la consommation énergétique diminue, eh bien, le PIB qui est en vert suit immédiatement. Lorsque la consommation énergétique augmente, le produit intérieur brut augmente. Pareil, on voit bien hein, toute l'évolution, il y a une corrélation qui est visible sur ce graphique, qui indique que l'évolution du PIB, donc la création de richesses, dans un pays est lié étroitement à la consommation énergétique
du pays. Alors, l'Afrique, nous savons qu'il n'y a pas d'industrie en Afrique, hein, et quand il y en a, c'est des industries qui appartiennent à des multinationales étrangères, et donc qui délocalisent leur production chez nous, et donc voilà, cette pollution est comptabilisée sur l'Afrique, même si l'Afrique n'en est pas responsable. Enfin, pour mieux comprendre comment dire, la réponse à cette question, on va essayer de voir ce qui se passe dans d'autres pays qui sont riches, hein, les pays qui sont développés. Alors, on observe sur ce diagramme circulaire, là, c'est les consommations, la production d'électricité de l'Union européenne, la part, disons, les proportions en fonction des sources d'énergie de l'Union européenne. Là, c'est pour la France et là, c'est pour l'Allemagne. Bon, on va regarder que ces trois pays-là parce que, bon, ça nous parle plus. Alors, on observe ici que l'Union européenne, n'est-ce pas, consomme dans son bouquet énergétique environ 38% de pétrole. N'est-ce pas? Ça, c'est des statistiques qui sont actuelles. Voilà, environ 38% de pétrole. Regardez bien. Le charbon, environ 16% de charbon. Voilà. Et le gaz, c'est environ 21%. L'hydroélectricité, 5%. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est les énergies renouvelables qui sont consommées dans l'Union européenne. Quand on voit la part des énergies renouvelables, notamment celles qu'on nous préconise en Afrique, on se rend compte que à l'Union européenne, la proportion des énergies renouvelables, le solaire par exemple, ça ne représente que 1,4%. 1,4% de solaire photovoltaïque sont produits dans toute l'Union européenne. Voilà, l'éolien, c'est 3,9% pour l'éolien, et l'hydroélectricité, c'est 5,2%. Mais enfin, pour l'hydroélectricité, on peut comprendre que l'hydrologie de l'Union européenne ne permet pas de produire plus d'électricité avec l'hydroélectricité, parce que sinon, ils n'hésiteraient pas à le faire. C'est une énergie gratuite, c'est une énergie permanente, on va en reparler. Alors, quand on regarde la France, c'est important parce que vous voyez, c'est des solutions que nous sommes en train de vouloir mettre en œuvre en Afrique pour régler le problème de sous-développement structurel, pour régler le problème de délestage permanent. On comprend que pour que ce problème soit résolu, comme il est résolu depuis les lustres dans d'autres pays, ouais. eh bien c'est parce que ces autres pays-là font ce que nous voyons ici. Ce que nous voyons ici, c'est que la France, par exemple, pour l'énergie photovoltaïque, elle a 0,6%. Même pas 1% de photovoltaïques sont installés en France. Alors on parle maintenant. Voilà. Et pourtant, n'est-ce pas, les énergies fossiles qu'on nous interdit, on va le dire comme ça, eh bien, actuellement, la France consomme pour le charbon 3,8%, pour le gaz 13%, pour le pétrole 32%. Voyez-vous, 32%, bon, elle est peu favorisée parce qu'elle a le nucléaire, et c'est pour ça qu'elle consomme beaucoup moins pour l'énergie fossile. Le nucléaire à 41%. Le nucléaire, je rappelle, c'est une énergie intéressante. Hein. Elle n'est pas une énergie polluante au sens changement climatique du terme, puisqu'elle ne génère pas du gaz à effet de serre. Les déchets radioactifs du nucléaire sont de tout un autre ordre. Et donc, on pourrait tout aussi bien développer du nucléaire en Afrique, comme on le fait très bien en France, 41% du nucléaire. Si c'était dangereux, je pense qu'on ferait attention en France également. Alors, non, je termine parce que c'est important. Nous sommes dans cette émission et dans ce projet que nous voulons mettre en œuvre, en train de déployer, de développer, de trouver des solutions à un problème réel, qui est un problème d'énergie. S'il n'y a pas d'énergie, on a compris que sans énergie, il n'y a pas de croissance. En ce moment, la croissance dans les autres pays est en berne parce qu'il y a ce problème énergétique.
ils ont des capitaux, on a remarqué, ils ont la force de travail, mais il n'y a pas de production parce qu'il n'y a pas d'énergie. Et cette énergie, qui est donc énergie fossile, dont on a besoin pour produire, comme on le voit ici. Allons-y voir ce qui se passe en Allemagne, c'est important. L'Allemagne, c'est le poumon économique de l'Union européenne, c'est la locomotive, hein. On voit ici que l'Allemagne, actuellement, utilise le charbon à 34%, plutôt 24%, presque 25% de charbon. Alors, attention, ça, c'est des énergies primaires pour produire de l'électricité. Voilà. C'est-à-dire que ce sont les ressources d'énergie primaire qu'on transforme pour produire de l'électricité. Quand je dis 28% de pétrole, ce n'est pas le pétrole qu'on utilise dans les voitures ou dans le train ou dans les camions, etc. Non, c'est la part du pétrole qu'on met dans des centrales de production d'électricité. Voilà. Et ça, on voit que y a, en Allemagne, c'est 35%. Et il y a le gaz. Enfin bon, on voit tout ce qui est en rouge là. Toutes ces énergies-là sont des énergies fossiles avec lesquelles on produit de l'électricité dans les pays développés. Voilà. Et donc, et si c'était possible, parce qu'en fait, ce sont ces pays-là qui fabriquent du photovoltaïque. C'est eux qui fabriquent des panneaux solaires, c'est eux qui nous amènent la technologie des solaires photovoltaïques et des éoliennes. Alors, donc, on comprend que si ces énergies-là permettaient effectivement, encore qu'ils sont en ce moment en train de faire de la transition énergétique, et donc d'essayer de trouver une solution au problème du manque d'énergie qui va croissant, eh bien, moi je pense que ces solutions, le solaire et l'éolien, etc., ne serait-ce que pour décarboner, parce qu'on a vu que plus on utilise l'énergie fossile, plus on pollue. Et donc, pour arrêter la pollution, je pense qu'il faut réduire la consommation des énergies fossiles. Et pour la réduire, sachant que les consommateurs, le nombre de consommateurs n'a pas changé, ils n'ont pas envie de changer leur confort, eh bien, on n'a qu'à remplacer, n'est-ce pas, les consommations, enfin, les sources énergétiques primaires actuelles par les sources renouvelables qu'ils savent très bien fabriquer, n'est-ce pas? Et ce serait bien que ça se passe là-bas, parce que nous, lorsqu'on voit que ça marche là-bas, à ce moment, on peut comprendre que ça nous intéresse aussi. Mais on a remarqué que, au fait, peut-être on va en reparler tout à l'heure, que ces solutions-là ne sont pas celles qui ont permis le développement de pays qui les fabriquent, parce que si c'était le cas, ça se saurait. Voilà. Alors, je vais directement enchaîner avec la question d'un autre auditeur qui est de savoir pourquoi, justement, vous avez parlé de photovoltaïque tout à l'heure, il veut savoir pourquoi le photovoltaïque et l'éolien sont-ils les énergies renouvelables les plus promues en Afrique. On a encore eu le cas d'ailleurs avec Ségolène qui promettait une installation de photovoltaïque dans un hôpital au Cameroun, je ne sais plus laquelle. Et donc, c'est un peu cette pratique qui est régulièrement, n'est-ce pas, proposée à l'Afrique. Pourquoi est-ce que ce sont ces deux-là? Est-ce que vous pensez que ça peut apporter un plus de développement? Je pense que non, puisque la précédente question, vous avez répondu déjà sur la question de photovoltaïque. C'est pas avec ça qu'on va se développer, ça c'est sûr. Mais pourquoi est-ce qu'on nous propose ça à chaque fois? Alors, ça, c'est une question pertinente. Voilà. Madame Royal, c'est l'ancien ministre de l'Environnement, puisque vous l'évoquez, elle est pour le développement durable. Donc, elle est le porte-voix, elle était la principale personne des accords de Paris sur le changement climatique. Et donc, elle est dans son rôle de venir promouvoir des solutions efficientes sur le plan énergétique. Donc, je pense que le fait de recommander les solutions durables pour la production d'électricité, ce n'est pas tout à fait en contradiction avec la personne, n'est-ce pas, puisque moi qui vous parle, je suis consultant énergie et environnement, et donc je me bats au quotidien
pour améliorer la performance énergétique des installations. Et donc, en tant que prescripteur, concepteur et installateur de ces solutions, lorsque j'ai un client qui me consulte pour le choix d'une technologie d'électrification ou de production d'énergie, j'étudie, n'est-ce pas, la situation, j'observe ce qu'il a comme énergie primaire, et c'est sur cette base-là, et cette base-là seulement, que je fais mon analyse et j'identifie la technologie qui est adaptée, qui est efficiente, qui est la moins chère, parce que le client, je tiens compte de sa poche, pas seulement pour vendre l'équipement, parce que le coût de l'équipement ne représente pas grand-chose. On a vu pour certaines énergies, vous achetez la machine, le groupe électrogène par exemple, vous l'achetez à un prix ridicule, mais lorsque vous voyez combien vous devez mettre de carburant dans le groupe électrogène pendant sa durée de vie, vous vous rendez compte que vous avez acheté 20, 50, 100 groupes électrogènes. Le carburant, c'est la principale source de dépenses. Outre le volet polluant de l'environnement que le carburant brûlé dans le groupe électrogène produit, mais c'est une solution qui n'est pas, que je ne recommanderais que lorsque il n'y a pas d'alternative. Alors maintenant, lorsque vous me demandez pourquoi en Afrique on nous parle de solaire photovoltaïque, moi je reviens sur ce tableau que nous avons déjà évoqué la dernière fois, et qui va permettre aux conseillers municipaux, voilà, qui sont à mon avis les personnes qui représentent les populations les plus basses, enfin dans les basses couches, dans les collectivités locales décentralisées. Et ces personnes-là doivent très régulièrement suivre nos émissions, parce que nous sommes en train de faire le nécessaire pour contribuer non seulement au développement durable. Je rappelle que le développement durable, c'est un jargon, hein. Ce n'est pas le terme durable n'est pas à comprendre au sens classique du terme. Durable veut dire que c'est un développement qui tient compte de la satisfaction des besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs. Voilà, je reprends. Le développement durable, c'est un développement qui tient compte de la satisfaction des besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs. Ça veut dire que si aujourd'hui nous bataillons pour vivre, eh bien, il ne faudrait pas que les ressources naturelles qui sont disponibles, qui ont été faites donc par la nature, ont été fabriquées par la nature, constituées par la nature, que nous les épuisions toutes, parce que ça voudrait dire que nous voulons condamner les générations futures à satisfaire leurs besoins, notamment ces énergies fossiles. On a vu que leur durée, le temps de fabrication d'une nappe de pétrole, des charbons, c'est des millions d'années. C'est des millions d'années, voire des milliards d'années de dégradation de la matière organique, de rayonnement solaire. Il faut tout ce temps-là pour constituer une nappe de pétrole, pour fabriquer du charbon. En fait, c'est de l'énergie solaire concentrée. Hein? Toutes ces énergies fossiles sont d'origine solaire. On ne l'oublie jamais. S'il n'y avait pas de soleil, il n'y aurait pas de vent, il n'y aurait pas de l'hydraulique, il n'y aurait pas d'eau qui coule, de la pluie qui tombe, il n'y aurait pas du charbon, il n'y aurait pas toutes ces autres énergies. Alors, l'énergie solaire que nous utilisons directement, c'est une énergie donc qui est solaire, mais elle est à l'état brut, elle n'est pas concentrée. C'est pour cela que justement, lorsqu'on regarde ce tableau, on se rend compte que avec 1 kilowatt, alors là je reviens sur les décideurs qui choisissent les solutions d'électrification rurale partout, pas seulement en Afrique, partout. Alors, je vous rappelle que je parle en tant qu'ingénieur, conseil et prescripteur. Voilà. Je ne représente pas de fabricant de ces solutions. Je ne dis pas qu'une solution n'est pas bonne ou que c'est l'autre qui est meilleure. Je dis que toutes ces solutions sont à prendre en considération selon le besoin et selon les circonstances. Voilà. Et donc, quand on analyse, on se rend compte que
pour 1 kWh de charbon, pour 1 kW de charbon, 1 kW de charbon, de solution au charbon, on a dit la dernière fois que c'était 1500 € à dépenser pour installer une centrale au charbon. L'hydroélectricité, il faudrait environ 3000 €. Ça peut être moins, ça peut être plus. Ça dépend des contraintes du site. Il peut y avoir du génie civil, un peu plus, un peu moins, des conduites forcées. Enfin, tout cela, c'est un ordre de grandeur. Et c'est important de savoir que ce qu'on peut faire avec 1 kW. On a vu tout à l'heure que les kilowattheures, c'était de l'énergie. On veut voir des téléviseurs, on veut regarder, on veut brancher son téléphone. Tout cela, s'il y en a moins, eh bien, ça nous embête qu'il y en ait moins. Alors, pour le kilowattheure installé, concernant les solutions charbon, hydro et photovoltaïque, ici on a dit pour le charbon c'est 1500 kWh, 1500 € le kilowattheure. L'hydro c'est 3000 € le kilowatt plutôt, hein, le kilowatt pas le kilowattheure. L'éolien c'est 2000 €. Et puis le photovoltaïque c'est 3000 €. Alors ce qui est important et que les concepteurs et aussi même les utilisateurs doivent retenir, c'est que l'énergie qui est générée avec ces puissances-là est obtenue par la multiplication de la puissance par le nombre d'heures d'utilisation. Alors, en un an d'utilisation de la solution au charbon, on peut estimer que la centrale thermique a fonctionné 8000 heures par an. 8000 heures par an. Et donc, 1 kW multiplié par 8000 heures, c'est ça qui donne 8000 kWh. Donc c'est ça l'énergie qui a été produite à l'issue de l'utilisation de cette centrale, enfin de cette unité de kilowatts en une année. Alors, pour l'hydroélectricité, qui a fonctionné également 8000 heures par an, eh bien le kilowatt va produire 8000 kWh. Tandis que l'éolien, le vent, il n'y a pas le vent tout le temps dans l'année. On considère que sur 8760 heures par an que dure une année, eh bien, le vent a tourné suffisamment pendant 1800 heures. Voilà. Et que le soleil a brûlé, le soleil a brillé environ 2000 heures. C'est-à-dire 8000 divisé par 4 environ. Donc, c'est environ 2000 heures. Et ça, c'est la durée d'émission du soleil, des rayons solaires. Et donc, l'énergie qui a donc été fabriquée à l'issue de l'installation de mon kilowatt de puissance avec le soleil est de, on a dit, 2000 heures, 2000 kWh, tandis que pour l'hydroélectricité, c'est 8000 kWh. Alors, on voit très bien qu'on a dépensé le même budget, voilà, pour l'hydroélectricité et pour le photovoltaïque, mais l'énergie qui a été produite pendant toute l'année, eh bien, c'est 8000 kWh pour l'hydroélectricité et seulement 2000 kWh pour la solution photovoltaïque. Et on a vu tout à l'heure à quoi servent les kilowattheures. Les kilowattheures, c'est regarder la télé, brancher ici et là. Alors là, j'en ai 4 fois plus. Et là, je n'en ai que, j'en ai 2000. C'est quelque chose de significatif. Et ça devrait permettre aux gens qui choisissent des solutions de sélectionner quand on a le choix. Hein, quand on a le choix. Bien sûr, quand on est dans une zone où on n'a pas l'hydroélectricité dans les parages, on n'a pas le choix. On va mettre des panneaux solaires. Parce que moi qui vous parle, je les préconise, les panneaux solaires, lorsqu'il n'y a pas d'alternative. Alors, l'autre deuxième point que je voudrais évoquer, c'est la durée de vie. La durée de vie de ces installations, eh bien, pour le charbon, ça dure 40 ans. Quand j'achète une centrale thermique, eh bien, c'est environ 40 ans. Le gaz, c'est environ 30 ans. Et l'hydroélectricité, c'est 100 ans. 100 ans. Voilà, je fais des petits aménagements de maintenance, entretien. Donc, ce qui fait que en 100 ans, on a besoin de 4 installations photovoltaïques, puisque la durée de vie d'une installation photovoltaïque est de 25 ans. Et donc ce n'est plus 3000 € qu'il faudrait dépenser, mais c'est 12 000 € pour le kilowattheure, pour le kilowatt installé.
voilà, pour le kilowatt, tandis que pour 100 ans, j'ai 3 000 € pour l'hydroélectricité. Ça, c'est une chose. D'autre part, même après 4 installations du photovoltaïque, eh bien, j'aurai comme puissance, comme énergie maximale produite, 200 000 kWh. 200 000 kWh après 4 installations de photovoltaïque, tandis que pour la même installation d'hydroélectricité, j'aurai 800 000 kWh produits. Donc, j'ai encore 4 fois plus d'énergie produite avec l'hydroélectricité après avoir réalisé 4 installations successives chaque 25 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'importance du choix de la technologie d'électrification, notamment lorsque on est dans des régions où il y a possibilité de préférer une solution technologique plutôt qu'une autre. Voilà. Donc ça, une fois fait cette comparaison, venons-en aux chiffres. Là, c'était les quantités d'énergie générées qu'on a mesurées. On se rend compte de l'importance de décalage. Et là, maintenant, en ce qui concerne les coûts, le coût de prix de revient, là, c'est les centimes d'euros de capital par kilowattheure produit sur la durée de vie sans frais. Eh bien, on se rend compte ici, c'est 3,38 centimes d'euros par kilowattheure produit pour l'hydroélectricité, tandis que c'est 6 centimes d'euros par kilowattheure pour le photovoltaïque. C'est 5 centimes d'euros pour l'éolienne. Donc l'éolien et le photovoltaïque, en fait, il n'y a pas énormément de différence. Les coûts, enfin, pour les coûts d'installation, c'est pratiquement comparable, mais encore une fois, ils ne produisent pas grand-chose, puisqu'il n'y a pas beaucoup de soleil et il n'y a pas beaucoup de vent. Alors, la dernière comparaison que je voulais évoquer, qui est importante, c'est que si on ne tient compte que de la production d'électricité sur le site en question, sans tenir compte, bien sûr en supposant que l'énergie est consommée au fur et à mesure qu'elle est produite, et donc on ne va pas la stocker, eh bien, l'hydroélectricité, par rapport au solaire photovoltaïque, nous sommes à 15 à 16 fois plus cher que l'hydroélectricité. Voilà. Tandis que si je dois tenir compte du stockage de l'électricité, notamment dans les dispensaires, ou quand on va installer des panneaux solaires, le jour, il y aura du soleil, donc il faudrait nécessairement accompagner cette installation par l'achat des batteries de stockage, des accumulateurs, pour permettre à ce que dans la nuit, nous ayons effectivement de l'électricité et que le réfrigérateur pour les vaccins puisse continuer à fonctionner, indépendamment de la présence du soleil ou pas. Eh bien, nous avons besoin des batteries de stockage. Alors, si je dois tenir compte du stockage, donc des batteries, alors, ce n'est plus 15 fois plus cher seulement, le photovoltaïque. Cela monte jusqu'à 40 à 60 fois plus cher en euros. Voilà. Donc, on comprend que s'il y a un cours d'eau qui traîne dans les parages, plutôt que de choisir une solution qui coûte 60 fois plus cher, ben, celui qui peut me démentir, ben, je l'attends. Eh bien, je pense que ça fait réfléchir. Voilà. Okay. Donc, je suis prescripteur, installateur de toutes ces solutions, mais seulement lorsque je travaille pour mon client, je lui recommande la solution optimale en tenant compte non pas seulement du prix de l'installation que je vends, mais des coûts d'exploitation de mon client pendant toute la durée de vie. Le client va dépenser une fortune après que je lui ai vendu une bécane. Alors, s'il doit dépenser 60 fois plus ou 40 fois plus, je pense que je dois être sensible en tant que concepteur, n'est-ce pas, du choix de la solution pour le compte de mon client. Voilà. Voilà, donc ce qui nous amène à la 5e question, toujours de nos auditeurs. La dernière fois, vous avez parlé de textes de loi qui, n'est-ce pas, permettaient aux populations de pouvoir produire eux-mêmes leur électricité.
Alors, la plupart de quelques-uns de nos auditeurs se sont posé la question de savoir quel texte de loi en parle et comment est-ce qu'il faut s'y prendre. Voilà, c'est un peu ça la question de ces auditeurs. Alors, pour répondre à votre question concernant la loi qui régit le secteur de l'électricité dans les pays africains, comme dans tous les autres pays du monde, en général, il y a une loi. La production d'électricité, la gestion des infrastructures hydroélectriques, la retenue d'eau, c'est réglementé par des textes votés à l'Assemblée nationale des pays en question. Alors, pour ce qui concerne, on va prendre un cas, je vais prendre le cas du Cameroun que je connais bien, eh bien, il y a donc un texte de loi, c'est un texte qui fait 35 pages, on ne peut pas le lire entièrement ici, on va simplement aller sur les grandes lignes. Alors, le titre 1 qui parle des dispositions générales. La présente loi régit le secteur de l'électricité en vue de sa modernisation et de son développement. Voilà. Elle s'applique aux activités de production à partir de toute source primaire ou secondaire d'énergie, de transport, de distribution, de fourniture, d'importation, d'exploitation et de vente de l'électricité. Voyez-vous, réalisée par toute personne physique ou morale sur le territoire camerounais. Alors, c'est valable pour tous les autres territoires. Donc, ça veut dire que toute personne qui se lève un matin, qui sait ce qu'il faut faire pour produire de l'électricité, eh bien, il est possible que cette personne obtienne des agréments auprès de l'administration du pays en question pour produire de l'électricité, ou la commercialiser, ou la vendre, etc. Alors, à ce titre, cette loi, en ce qui concerne le Cameroun, elle fixe les modalités de stockage d'eau en vue de la production d'électricité, la production, le transport, la distribution, l'importation, même l'exportation et la vente d'électricité. Voilà. Cette loi, ce texte-là, qui est valable pour tous les autres pays, il établit les bases d'une saine concurrence dans le secteur de l'électricité en vue d'en accroître l'efficacité. Alors, le texte fixe les modalités de contrôle de l'exécution des obligations spécifiques mises à la charge des opérateurs des activités non concurrentielles. Bon, évidemment, c'est des textes, puisqu'on est dans le contexte de libre concurrence, pour que justement ces règles soient respectées, il faudrait que, pour que le principe de libre concurrence dans le marché soit respecté, il faudrait que ces textes-là soient édictés et que tout le monde en prenne connaissance. Alors, c'est long à lire. Moi, ce que je recommande aux auditeurs, c'est de télécharger sur le net, dans le site web du ministère de l'électricité, enfin du ministère de l'énergie qui est en charge de l'électricité, pour garder le contenu. Le texte dit quoi? Le texte réglemente la façon de faire. Voilà, aussi bien les prérequis nécessaires à l'acquisition, plutôt à l'obtention de tout ce qui est autorisation. C'est pas tout le monde qui peut exploiter une centrale électrique. Il faudrait que la personne qui désire s'installer dans ce secteur soit jugée par l'autorité compétente capable, en mesure de réaliser cette opération en respectant toutes les mesures de sécurité et tous les risques encourus doivent pouvoir être résolus. Et donc, je pense que c'est intéressant de savoir que, ce qui est important pour moi, c'est de savoir que la production de l'électricité n'est pas réservée à la compagnie nationale, qui en général ne parvient pas à résoudre le problème, et que en ce moment où nous avons compris que la législation permet aux producteurs d'électricité de s'installer pour leur compte et de produire de l'électricité, soit pour leur usage propre parce qu'ils sont industriels, ou alors ils désirent le devenir, parce que moi, si j'avais de l'électricité à ma disposition, et même si je suis pas industriel, je le deviens tout de suite, et je commence à transformer les matières premières en produits finis. Alors, donc, c'est important de savoir que, à partir de maintenant que vous savez qu'il y a possibilité de produire de l'électricité et que il y a
un réseau Belita, un réseau donc d'experts. Il n'y a pas que les experts dans le réseau, hein, il y a tous les autres porteurs de projets, mais il y a des experts donc qui vont accompagner les porteurs de projets pour la réalisation de ces infrastructures énergétiques, sachant que le but c'est de créer plus de richesses en Afrique. On a compris à l'issue de toute cette émission que seule l'énergie pouvait faire de la croissance. Alors, bien sûr, j'entends dire ici, nous le savons tous qu'en Afrique, il y a beaucoup de croissance en ce moment, mais cette richesse qui est créée, en fait, elle est créée, elle n'est pas créée en ex nihilo, c'est les ressources naturelles qui sont extraites du sol, du sous-sol, et qui sont charriées à l'étranger. Cette croissance, elle est simplement due à l'extraction des ressources naturelles. Nous savons qu'il n'y a pas d'industrie installée, et donc c'est une forte croissance, d'accord, mais la population n'en profite pas, parce que c'est des ouvriers, c'est des cultivateurs qui vendent leurs produits au prix fixé par la bourse, à des prix qui ne rémunèrent même pas l'effort physique, et donc c'est une croissance. Alors, je rappelle que la croissance économique, c'est un indicateur qui exprime la richesse créée par an dans le pays. Alors, et cette richesse-là, qui est créée chaque année dans un pays, elle est créée pour le compte et au bénéfice des personnes qui ont mis leurs capitaux, malheureusement. Pas tellement des personnes qui sont propriétaires des matières premières, parce qu'on l'a remarqué, dans le modèle économique actuel, les matières premières sont considérées gratuites et illimitées. Et donc, c'est pour ça que les personnes qui travaillent et qui sont souvent propriétaires de leurs matières premières ne gagnent toujours pas d'argent. Et ils sont toujours pauvres. Nous sommes des pays pauvres, très endettés. Et donc, et pourtant, nous extrayons, nous évacuons vers l'étranger des tonnes et des tonnes de matières premières tous les ans. C'est parce que, encore une fois, la raison, c'est que nous ne transformons rien sur place. Et si nous ne transformons rien sur place pour créer de la valeur ajoutée et donc capter une partie de cette croissance qui a souvent, elle est repartie entre les dividendes, enfin entre les détenteurs des capitaux. C'est eux qui récupèrent les intérêts et comment dire, les richesses créées, qui récupèrent les bénéfices de cette richesse créée. Et donc les populations qui sont locales et qui sont souvent des agriculteurs, des salariés, et donc leurs salaires lorsqu'ils sont payés. Et du coup, voilà, l'Afrique reste pauvre. Alors par contre, si les Africains qui ont compris comment fonctionne l'économie, et que maintenant où nous sommes dans un marché quasi mondialisé, où l'Afrique va devenir un grand marché alors qu'il n'est pas, c'est un marché où l'Afrique sera passive dans ce sens que les produits consommés en Afrique ne seront pas produits en Afrique, ce sera des produits qui seront produits ailleurs, et donc souvent il faudrait avoir de l'argent pour les procurer. Et pourtant, cet argent qu'on doit avoir pour se procurer des produits qui viennent d'ailleurs, c'est des monnaies, c'est de l'argent en devises. Alors, ces devises-là, pour que nous les ayons, il faudrait que nous exportions nos matières, enfin, que nous exportions nos produits, nous aussi, à l'étranger. Et si on exporte des produits à l'étranger à un prix qui est fixé par la bourse, eh bien, les matières premières, eh bien, ce prix-là, il est suffisamment bas. Nous connaissons le prix du cacao, le prix du café, du coton, des VA, c'est des prix qui ne permettent pas d'acheter le moindre produit manufacturé. Et donc, du coup, il faudrait souvent, c'est pour ça qu'on s'endette, pour compenser la balance de commerce, et ce qui explique que nous sommes structurellement en déficit à chaque fois, tous les ans. Alors, donc, il est question que l'énergie, n'est-ce pas, qui est la ressource principale dans le processus de production, de création de richesse, eh bien, que cette énergie soit domptée par les Africains, que cette énergie soit maîtrisée. Ce n'est pas que l'énergie électrique, mais l'énergie électrique qui compte pour beaucoup, c'est les autres formes d'énergie également, comme nous l'avons remarqué, ce sont ces autres formes d'énergie qui font tourner les transports, qui font tourner les engins, les tracteurs, tout ce qui fait terrassement, les déboisements, enfin, toutes les activités de génie civil, de construction, du bâtiment. Ce n'est pas avec le solaire qu'on fabrique du ciment. Ce n'est pas avec du solaire qu'on fabrique de l'aluminium.
tout ce qui est raffinage des mines, tout ce qui est, comment dire, production de matériaux de construction dans les carrières, où on a besoin de gravats et de matériaux pour pouvoir produire, enfin pouvoir construire, tout simplement. Toutes ces infrastructures-là ont besoin des autres formes d'énergie, qui sont des énergies fossiles. Attention, on ne peut pas interdire à l'Afrique d'utiliser l'énergie fossile, alors qu'elles sont utilisées à plus de 90%, n'est-ce pas, dans le camembert énergétique de tous les autres pays dits développés. Il est absurde que ce soit les seuls qui aient le monopole de l'utilisation des énergies fossiles. Il est souhaitable que les Africains, qui sont propriétaires, qu'on soit d'accord, qui possèdent ces énergies fossiles, souvent ils en possèdent et pas les autres, qui les consomment, voyez-vous. Donc du coup, les Africains doivent également s'intéresser aux énergies fossiles. Le pétrole, c'est une énergie intéressante, le charbon, le gaz, nous en avons. Il faudrait que la jeunesse s'y intéresse également. Voilà. Donc, ça, ce qui nous amène à la dernière question, donc la question du dernier auditeur, qui parle, n'est-ce pas, du projet crowdfunding par rapport à l'électrification du continent. Alors, je vais lire la question mot pour mot. Pour l'électrification du continent, vous préconisez le crowdfunding, c'est ce que vous avez dit à la précédente édition, ou le financement participatif comme principal moyen de financement de votre projet Bellita. Pourquoi et de quoi s'agit-il concrètement? Voilà, c'est le dernier auditeur. Voilà. Alors, écoutez, non, le crowdfunding, c'est un moyen de financement comme un autre. Pour tout projet, on soit d'accord, dans le cadre des projets qui vont être, comment dire, conduits par Bellita, chaque projet est spécifique, chaque projet a ses contraintes, il a ses spécificités, je veux dire, si dans le business plan du projet, il se trouve que le porteur de projet ou les porteurs de projet possèdent ensemble l'ensemble des ressources nécessaires, les ressources matérielles, les ressources donc naturelles, les ressources financières, les ressources humaines et les ressources logistiques et techniques, eh bien le projet se réalise. On n'a pas besoin de crowdfunding pour ça. Voilà. Alors, mais le problème de financement, puisqu'on va supposer que tous les autres ingrédients dans le projet existent, le problème de financement peut également être résolu au cas par cas. Il est possible que le porteur de projet, et c'est pas seulement possible, dans le cadre de la campagne de sensibilisation, la campagne de développement des projets de Bellita, nous allons nous arranger à ce que la composante du financement soit également trouvée de plusieurs manières. Alors, il est possible que sur le projet en question, déjà au niveau du pays, il y ait des mesures incitatives mise à la disposition. Le gouvernement, n'est-ce pas, peut avoir dans son plan, dans son budget annuel, un montant réservé à un secteur d'activité, et le porteur de projet n'aura qu'à s'inscrire à ce secteur d'activité-là, à ce programme gouvernemental, pour obtenir le financement qu'il lui faut et que son projet puisse voir le jour. Ça, c'est une possibilité. Il y a également une possibilité pour que si le porteur de projet parle de son projet à d'autres membres de Bellita, ou simplement qu'on fasse une émission où on présente le projet, pour que quelques investisseurs qui s'intéressent au projet puissent venir prendre des parts sur le projet et donc boucler comment dire, la partie financière du projet, et que le projet voit le jour, enfin le projet naisse. Donc ça, c'est une possibilité. Il y a également, vous savez, l'Afrique n'est pas abandonnée, hein, quoi qu'on pense. Il y a beaucoup de partenaires internationaux. Il y a des multinationales qui sont installées en Afrique,
aimeraient que toutes ces questions-là soient résolues, parce que, voyez-vous, lorsqu'ils exploitent les ressources naturelles, on a compris qu'on a besoin d'énergie, et donc tous ces organismes-là, qui ne sont pas forcément africains, peuvent, dans le cadre d'un projet donné, si on leur en parle, ils peuvent avoir un intérêt à mettre à la disposition du projet les ressources financières complémentaires pour que le projet voit le jour. Je pense notamment aux multinationales, je ne vais pas les citer pour pas oublier certains, pour pas en oublier certaines. Alors, et donc, je pense que c'est une source de financement non négligeable. Alors, il y a également l'aide au développement. Bon, le terme aide au développement, on a compris que c'est une terminologie consacrée, mais bon, moi j'aime pas ce terme parce qu'il n'est pas vrai. Voilà, on va le dire comme ça. Mais bon, on va l'utiliser. Donc, l'aide au développement, c'est des financements qui viennent donc de la coopération internationale. L'Afrique a beaucoup de partenaires. Certains sont des partenaires traditionnels. Il y a des budgets qui sont donc consommés en Afrique tous les ans. Alors, on peut se rapprocher de ces organismes-là, et qui sont là effectivement pour accompagner le développement. On leur présente le projet, il leur arrive souvent de financer plusieurs projets, notamment avec les ONG. Eh bien, nous sommes une ONG, voilà, et donc on peut leur présenter le projet, ils vont, puisqu'ils sont là pour ça, ils vont sûrement contribuer. Ils pourront, pour certains projets, contribuer à la réalisation du projet. Alors, bien sûr, quand on a épuisé tout ça, il est possible que le porteur de projet dispose de garanties suffisantes pour qu'un organisme de financement comme la banque ou assimilé, eh bien, puisse apporter le capitaux. La banque, elle finance dès qu'il y a des garanties. Ça, c'est clair. Les garanties, c'est possible toujours d'en avoir. Il suffit de donner son titre foncier quand on en a un, ou il y a plein de garanties qu'on peut offrir à la banque. Donc, une autre source de financement peut être effectivement un crédit bancaire, et ça, ce n'est pas exclu. C'est une opportunité. Alors, bien sûr, il reste ce que j'appelais c'est pas moi qui l'appelle ainsi, c'est le financement participatif, qu'on appelle en anglais crowdfunding. Alors, pour certains projets d'intérêt général, comme la production d'eau potable, production d'électricité, c'est des projets c'est des problématiques qui concernent tout le monde. Et donc, si sur un lieu de production donné, le porteur de projet de Bélita a présenté à la population l'intérêt d'installer une centrale électrique et que la partie financière a bien été chiffrée, et donc il est possible que on lance un appel à contribution, soit des dons, soit comment on appelle ça, on peut organiser des événements, on peut organiser des concerts où les tickets valent tant, et puis les montants, on va décider que les montants vont être versés dans la cagnotte, vont être versés au budget de génération de cette électricité. Toutes ces méthodes-là vont pouvoir être déployées pour pouvoir réaliser les projets dans le cadre de Bélita. Donc, on n'exclut aucune source de financement. Voilà, donc le crowdfunding n'était qu'une source de financement, comme tant d'autres que vous avez d'ailleurs pris le soin de citer et d'énumérer. Nous sommes arrivés pratiquement au terme de notre émission. Je voudrais vous demander un mot de fin pour aujourd'hui. Quelle synthèse est-ce que vous faites de ces 3 émissions consacrées autour de l'électrification en Afrique? Vous avez vous pensez que vous avez fait le tour? Quelle synthèse est-ce que vous faites de ces 3 émissions sur le projet écoutez, le tour, non, on ne termine jamais de parler d'une problématique comme celle-là. On a planté le décor, n'est-ce pas? Nous pensons que c'est une problématique qui est très sérieuse et que le problème est soluble. Des solutions existent, des solutions sont à notre portée, et avec un peu de volonté, plus de détermination, on peut les mettre en œuvre. Alors pour cela, je lance une deuxième fois un appel à la jeunesse africaine.
pas seulement africaine d'ailleurs, hein, parce que tous les jeunes du monde qui regardent la télévision, qui connaissent un peu le contexte africain, les difficultés de l'Afrique, toutes ces personnes sont sensibles, n'est-ce pas, aux problématiques énergétiques de l'Afrique. L'Afrique est en arrière, très très loin derrière tous les autres continents en matière d'énergie. Et donc, toutes ces personnes-là, je lance un appel à eux, alors notamment les étudiants qui sont qui font de l'enseignement supérieur, et même ceux qui sont dans les lycées et collèges, je les incite fortement à s'intéresser aux disciplines techniques, notamment à tout ce qui est électromécanique. Je reviens sur la jeunesse, les universitaires, les étudiants, n'est-ce pas, ceux qui font des filières scientifiques, et même les autres. Il faudrait qu'ils s'intéressent de plus en plus aux filières scientifiques pour tout ce qui est génie mécanique, les filières de type génie civil, génie électrique. Toutes ces filières-là sont celles qui contribuent au développement, qui contribuent à la création de la richesse, qui contribuent à la connaissance des méthodes de transformation des ressources naturelles en produits finis. Le retard de l'Afrique s'explique par le fait que en Afrique, nous consommons ce que nous ne produisons pas et ce que nous extrayons de nos terres, de nos sous-sols, sont des produits qui sont transformés ailleurs. Et du coup, nous ne créons pas de valeur ajoutée parce que sur place, des personnes qui sont formées, pour la plupart, sont formées dans des filières qui ne sont pas des filières adaptées à la production et à la transformation des ressources naturelles. C'est un défaut, enfin, comment dire, c'est un handicap sur lequel il faudrait s'attarder et trouver des solutions idoines. Voilà. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis auditeurs de la web radio www.rjumboa.com, c'est ici que s'achève cette troisième édition de Made in Africa, du dossier consacré, n'est-ce pas, à l'électrification de l'Afrique, un projet Belita, électrifier l'Afrique par les Africains eux-mêmes. C'est donc un projet soutenu par Monsieur Kwang, qui est le CEO de l'entreprise Hightech Environnement. Nous reviendrons avec lui. C'est vrai que l'édition précédente, nous avons promis de venir avec lui sur l'eau potable en Afrique, sur la problématique de l'eau potable en Afrique. Mais vous avez envoyé tellement de questions qu'on était obligé aujourd'hui de faire une émission de réponse aux auditeurs. Donc, la prochaine édition, ce sera donc la problématique de l'eau potable en Afrique. Quelle solution préconise Hightech Environnement? Voilà, c'est ici que va s'achever cette émission de Made in Africa. Nous vous disons à très bientôt pour une prochaine édition. Au revoir. Au revoir. Made in Africa. Focus sur l'apport de la diaspora africaine dans le développement du continent.